bien, à la suite d'une grande cérémonie d'hommage retransmise sur RTI 1, nous prenons le relais pour une nouvelle matinée sur la chaîne qui rassemble un jour encore plus difficile, mais passage obligé. On essaiera tant bien que mal de vous donner un petit sourire quand même pour vous permettre de bien démarrer cette journée aussi. Bonjour à tous, bonjour Alix, bienvenue. Bonjour Thierry, bonjour à vous chers téléspectateurs Unicité de pensée et d'action. Nous sommes donc en ce jeudi 18 mars 2021 avec vous encore pour partager d'autres informations, notamment concernant notre programme habituel, mais avec son réaménagement dû bien sûr à l'événement que nous vivons tous. Plusieurs hommages ici seront rendus au Premier ministre Ahmed Bakayoko dans cette émission. Même pour l'heure, on part dehors. Vous savez déjà qu'il tombe quelques cordes ça et là, mais on aura l'entièreté des données météorologiques. Mesdames et messieurs, bonjour. En début de matinée, les régions de l'ouest, du centre-ouest, du sud forestier et du littoral seront très nuageuses avec des possibilités de pluie. Par la suite, le soleil fera progressivement son apparition. Dans le nord du pays, le temps sera nuageux en début de matinée, puis progressivement, le soleil s'imposera sur ces régions. Au cours de cette matinée, les températures afficheront 24 degrés à Bangoro, 26 dans le district d'Abidjan, 25 à Adiaké, 24 degrés à Bondoukou, 23 à Boaké, Bouna, Bundiali. La ville de Daloa affichera 24 degrés également pour Dimbokro, 23 à Gagnoa, 24 degrés à Guiglo, 23 à Korogo, 22 degrés pour Oman et Odiéné, 25 degrés à San Pedro, Sassandra, Soubré et Tabou, 24 degrés à Tiassali, 23 à Tabou et à Yamoussoukro. Un début d'après-midi généralement ensoleillé sera observé sur l'ensemble du pays au cours de cet après-midi. Toutefois, les régions de l'ouest, du sud-est, du sud-ouest, de l'est observeront la présence d'orages isolés accompagnés de pluie en milieu ou en fin d'après-midi. Des passages nuageux parfois denses avec des risques de pluie intéresseront les parties centre et nord-est du pays. Au nord-ouest, le temps sera dans l'ensemble partiellement nuageux. Durant l'après-midi, les températures afficheront 35 degrés à Bangoro, 33 à Abidjan et à Adiaké, 36 à Bondoukou, Boaké, Bouna et Bundiali. La ville de Daloa affichera 35 degrés également pour Dimbokro, 33 à Gagnoa, 37 à Guiglo, 36 degrés dans le Poro, 33 à Man, 37 à Odiéné, 32 degrés pour San Pedro, 33 à Sassandra et Soubré. La ville de Tabou affichera 32 degrés, 34 à Tiassali, 36 à Touba et enfin 35 degrés à Yamoussoukro. Et voilà, c'est tout pour ce bulletin météo. Merci de toujours rester fidèle. Agréable journée à tous. Bonjour à tous. L'atmosphère était pesante. Les regards crispés ce mercredi au palais présidentiel. L'hommage de la nation au Premier ministre Ahmed Bakayoko a été marqué par le recueillement des chefs d'État et de gouvernement ainsi que des hautes personnalités sur la dépouille, l'oraison funèbre, la décoration à titre posthume, le défilé militaire et des témoignages. Parlant justement de témoignages, ils sont nombreux à se prononcer sur la grandeur de l'homme. Regardons. Une disparition qui constitue une très grande perte pour tous les Ivoiriens, avec à leur tête le président de la République, Alassane Ouattara. Celle du Premier ministre Ahmed Bakayoko, décédé le 10 mars dernier. À la cérémonie d'hommage de toute la nation ivoirienne en sa mémoire, l'atmosphère ce mercredi au palais présidentiel est lourde, très chargée tant l'émotion sur tous les visages est indescriptible. Cette disparition
Le chef de l'État, à l'instar de tous ceux qui ont connu Ahmed Bakayoko, n'en est pas moins affligé. C'est pour lui la perte d'un autre fils, quelques mois seulement après le décès de l'ancien Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Un fils donc qui a tant voulu ressembler au père pour avoir appris et cultivé les valeurs d'humanisme dont le président Alassane Ouattara, aux yeux de tous, est l'incarnation parfaite. Pour Ahmed Bakayoko, la condition sociale d'une personne ne peut être un handicap à sa réussite, pourvu que cette personne se batte et travaille. De par son parcours, il était un exemple pour des millions de jeunes, de toutes générations. Ahmed Bakayoko est resté jeune et auprès des jeunes. Ne disait-il pas lui-même, jeunesse ivoirienne, on se sent, on est ensemble, on est au COI. Ahmed Bakayoko est un homme ouvert et humble. Malgré son ancrage politique au RDR, puis au RHDP, il transcendait les clivages politiques et parlait avec tout le monde, quel que soit le bord politique. Ahmed Bakayoko transcendait les clivages ethniques et régionaux. Marié à une femme du Sud, ressortissant de Séguéla, il avait des amis et collaborateurs dans toutes les régions de notre pays. Ahmed Bakayoko assumait ses ambitions, mais dans le respect de sa loyauté à Alassane Ouattara qui lui a tout apporté. Le Premier ministre est un livre dont on n'aura de cesse de tourner les pages. Comment ne pas tomber dans l'émotion et en oublier au passage ce qui, en un mot, qualifiait l'homme Ambak, le Premier ministre Ahmed Bakayoko, l'amour. Compensé par la présence maternelle affectueuse protectrice de Mme Dominique Ouattara, sa marraine, qui lui a ouvert les bras, lui a pris la main et a posé cette main dans celle du président Alassane Ouattara, et je cite, « Je suis devenu le fils d'Alassane Ouattara parce qu'elle m'a adopté. » Dès cet instant, Ahmed Bakayoko a mis ses pas dans ceux du président de la République, son esprit dans le sien. Il est devenu son modèle, son étoile. Il a tout fait pour lui ressembler, pour ne jamais le décevoir. D'ailleurs, il y a réussi. Ceci nous révèle qu'un être humain n'a de la valeur que par la reconnaissance et la loyauté qu'il témoigne à ses bienfaiteurs. Et Ahmed n'a jamais cessé de le démontrer. Le président Alassane Ouattara, en tant que son inspirateur, l'illustre disparu passe pour être l'enfant du peuple. Ahmed Bakayoko, c'est l'homme pour l'union, un travailleur chevronné faisant de la discipline et la loyauté ses chevaux de bataille, ce qui lui a valu une notoriété certaine vis-à-vis de plusieurs dirigeants, dont certains comme les présidents burkinabés Marc Roch Kaboré, ghanéen Nana Akufo-Addo, guinéen Alpha Condé et bissau-guinéen Oumarou Sissoko, qui ont effectué le déplacement à Abidjan pour saluer sa mémoire. Le reportage de Jérôme Kofi Aboulin. Après cette cérémonie, sa famille politique lui a également rendu hommage au stade d'Ebimpe hier. L'hommage politique de son parti, le RHDP, à l'homme de dialogue qu'il était. C'est lui qui a notamment conduit le dialogue politique fin 2020 et qui a permis aux législatives de se tenir dans un contexte apaisé. Une autre étape est intervenue après celle-ci. Il s'agit de la veillée artistique qui vient de s'achever. Plusieurs artistes ivoiriens et étrangers sont venus rappeler qu'Ambak était le parrain, le soutien et l'ami de nombre d'entre eux, entre autres Kofi Olomide, Magic System, Sidiki Diabaté, Alpha Blondy, Fally Ipupa ou encore Serge Beno se sont succédés sur la scène. Après cette étape, la séparation, elle aura lieu le vendredi à Séguéla. Je vous invite à suivre le programme des obsèques lu par Abou Sanogo. Le programme actualisé des obsèques du Premier ministre Ahmed Bakayoko, décédé le mercredi 10 mars 2021 à Fribourg en Allemagne, se présente comme suit. Jeudi 18 mars 2021, de 10h à 13h, levée du corps à Ivo Sepp suivi du transfert à Séguéla. Vendredi 19 mars 2021, 12h30 et 13h30, prière suivie de la levée du corps à la grande mosquée de Séguéla. 14h30, inhumation dans la stricte intimité familiale. Dimanche 21 mars, 9h-12h, cérémonie du 7e jour à la mairie d'Abobo. Fin de ce journal, retour de l'actualité à 7h.
Merci beaucoup à vous, Régis Kofi, pour ce premier point de l'actualité. Donc, rendez-vous à 7 h. Vous suivez Matin Bonheur et dans cette émission, c'est un hommage encore une fois que nous allons rendre à notre illustre défunt. Donc, pour la suite, après les informations, nous allons vous proposer cet élément, les mots, les lettres et les phrases fortes du ministre Mamadou Touré. Ahmed Bakayoko était un homme engagé et travailleur. Son engagement et son travail transparaissaient à la fois dans son parcours politique et son parcours professionnel, inspirant pour des millions de jeunes dans notre pays. Engagé très jeune, dès l'âge de 15 ans en 1980, il est élu président de l'Association des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire, section Collège moderne d'Adjamé. À 18 ans, en 1983, il devient président de la jeunesse estudiantine et scolaire du PDCI. À 21 ans, il devient président de l'amicale des élèves et étudiants ivoiriens au Burkina Faso. À 26 ans, il cofonde le journal Le Patriote pour soutenir l'action du Premier ministre Alassane Ouattara qui faisait l'objet d'attaques de la presse, de la part de la presse proche de l'opposition de l'époque. À 29 ans, Ahmed Bakayoko est arrêté et mis en prison à cause de son engagement pour la cause du président Alassane Ouattara. La même année, il intègre le parti du président Alassane Ouattara, le RDR. Au sein de ce parti, il gravira tous les échelons pour en devenir vice-président en 2017. À la création du parti unifié RHDP, il sera nommé par le président du parti membre du directoire du RHDP. Au niveau professionnel, Ahmed Bakayoko s'est élevé à la hiérarchie sociale par le travail, par son travail. À 26 ans, il est journaliste et directeur de publication du journal Le Patriote. À 28 ans, il est le président directeur général de Radio Nostalgie. À 35 ans, il est le président directeur général de Radio Nostalgie Afrique. À 38 ans, il intègre le gouvernement de réconciliation nationale en qualité de ministre des Nouvelles Technologies, de l'Information et de la Communication. À 46 ans, en 2011, il est nommé ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Il deviendra après ministre de la Défense en 2017. À 55 ans, Premier ministre, chef du gouvernement, ministre de la Défense. Pour Ahmed Bakayoko, la condition sociale d'une personne ne peut être un handicap à sa réussite, pourvu que cette personne se batte et travaille. Et il le répétait à souhait à la jeunesse de notre pays. Voici l'un des héritages qu'il nous laisse. Voilà, ce sont des mots ici qui retracent le parcours prestigieux et élogieux de l'illustre disparu, qui donne même à réfléchir sur sa propre intervention, son propre apport sur cette terre. Il nous laissera assurément un héritage inspirant qui donne à toujours aller de l'avant, à travailler pour l'atteinte de ses objectifs avec beaucoup de force et d'empathie. Voilà, c'était ici le premier hommage, on vous l'a annoncé, on en aura encore au cours de cette émission. Maintenant, nous allons passer aux revues, en tout cas à la revue de presse avec Renaud Kobia, qui a décidé de sélectionner les titres pour vous en faire part avec l'essence même de ces titres. On passe à la revue de presse, Renaud est déjà là, c'est maintenant. Bonjour Renaud. Bonjour Joël, bonjour Alix, et bonjour à tous les téléspectateurs. Alors, première information, la Nation a rendu hommage à Ahmed Bakayoko hier. Tout à fait. Le Premier ministre a reçu les honneurs de la Nation hier au palais présidentiel d'Abidjan Plateau en présence du chef de l'État Alassane Ouattara et des présidents Roch Marc Christian Kaboré du Burkina Faso, Umaru Sissoko Embalo de la Guinée-Bissau, Nana Akufo-Addo du Ghana et Alpha Condé de la Guinée, ainsi que plusieurs autres officiels tant nationaux qu'internationaux. Au cours de cette cérémonie, Ahmed Bakayoko a été élevé à titre posthume à la dignité de Grand Croix de l'Ordre national. Autre hommage qui lui a été rendu, c'est celui de sa famille politique, le RHDP et des artistes au stade Alassane Ouattara d'Ebimpe en présence de plusieurs jeunes.
Et toujours dans le prolongement de cet hommage à la nation, au Premier ministre, l'émotion était au rendez-vous. Et oui, c'est ce qu'indique le matin du palais présidentiel au stade d'Ebimpe. Un hommage grandiose a été rendu au regretté Premier ministre à qui la reconnaissance éternelle de la nation a été exprimée. Selon le confrère, sur les 2 théâtres qui ont abrité la cérémonie, c'est avec des témoignages poignants et des mots forts que les grandes lignes du parcours et des actions du Premier ministre ont été égrenées, suscitant des réactions chargées d'émotions à chaque fois. Morceau choisi parmi ces interventions, celle du médiateur de la République, Adama Tounkara, qui a dit, je cite, « Si la science pouvait quelque chose, Ahmed Bakayoko ne serait pas mort ». Et Renaud, on peut aisément le dire, la Côte d'Ivoire perd un grand homme. Oui, la grandeur et les mérites de l'homme d'honneur qu'il était ont été exprimés au cours des 2 cérémonies d'hommage qui lui ont été dédiées hier, lors des 2 différentes interventions qui ont marqué ces cérémonies. Bien évidemment, plusieurs personnalités du monde politique, artistique et culturel se sont manifestées pour dire combien de fois Ahmed Bakayoko a compté pour la Côte d'Ivoire. Et justement, cet amour pour lui a été manifesté lors de cet hommage artistique au stade d'Ebimpe. Oui, c'était la folie totale au stade Alassane Ouattara d'Ebimpe hier selon Soir Info. Ce sont des milliers de personnes qui ont pris d'assaut l'enceinte olympique à l'appel du comité d'organisation présidé par Adama Bictogo, directeur exécutif du RHDP, pour rendre un dernier hommage à celui qui était proche des artistes et de la jeunesse. Cette activité retransmise en direct sur les antennes de la RTI a été refermée tout à l'heure. Et demain, ce sera l'inhumation. Oui, plus que 48 heures avant l'ultime séparation et en attendant cette échéance fatidique, la nation a rendu hommage à son serviteur hier en présence de plusieurs personnalités de haut rang. L'Inter qui en fait le compte-rendu signale que l'opposant guinéen Selou Dalein Diallo, qui devait prendre part aux obsèques du Premier ministre, a été empêché de sortir de la Guinée par les autorités de son pays. Le confrère indique aussi qu'il y avait une foule immense hier au stade d'Ebimpe pour rendre hommage au Golden Boy. D'hier à demain, il faut passer par ce jeudi. Donc, c'est ce jeudi que la dépouille du Premier ministre sera à Séguéla. Oui, et à ce sujet, l'Expression lance à sa une, Ahmed Bakayoko entame son dernier voyage aujourd'hui, décédé, on le rappelle, le 10 mars 2021. La dépouille mortelle du chef du gouvernement, après avoir reçu les honneurs de la nation hier, va rejoindre la terre de ses ancêtres, où elle sera inhumée demain vendredi dans la stricte intimité familiale. Et justement, restons dans nos régions. La capitale du Ouagadougou est au centre de toute attention en ce moment. Tout à fait. Le matin rapporte que l'éclairage a été renforcé au stade où se tiendra une séance de prière cette nuit et aussi dans toute la ville, lui donnant les allures d'une ville lumière. Le confrère note une forte présence de journalistes de la presse écrite, de sites d'information, de stations de radio et télé, dont les chaînes du groupe RTI. L'Expression souligne enfin que faute de réceptifs hôteliers suffisants pour accueillir le grand nombre de personnes attendues à l'occasion de cet événement national, de nombreuses personnalités ont choisi de dormir dans la ville de Daloa, qui est distante de 128 km de Séguéla. Et cette info est tombée hier dans la nuit pratiquement. Oui, John Magoufouli est décédé à l'âge de 61 ans. Selon la vice-présidente Samia Suluhu Hassan, qui a annoncé la nouvelle à la télévision nationale dans la soirée d'hier, le président tanzanien est décédé de problèmes cardiaques. Et à en croire la vice-présidente, des obsèques nationales seront organisées sous peu. Pour l'heure, 14 jours de deuil national ont été décrétés. 5e président de la Tanzanie depuis son indépendance en 1961, le bulldozer, comme l'avaient surnommé les Tanzaniens, était au pouvoir depuis 2015. John Magoufouli avait été réélu à son poste en octobre dernier. Et parlons santé à présent. Vaccination contre la Covid-19. L'Organisation mondiale de la santé fait confiance au vaccin AstraZeneca. Oui, l'OMS a recommandé hier de continuer à utiliser le vaccin anti-Covid d'AstraZeneca qui a été suspendu par plusieurs pays en raison de possibles effets secondaires. Selon l'Organisation mondiale de la santé qui poursuit ses évaluations sur les problèmes rencontrés par quelques personnes qui ont été vaccinées. Avec ce produit, la balance risque-bénéfice penche en faveur du vaccin AstraZeneca et il faut savoir que c'est aujourd'hui que l'Agence européenne des médicaments dont la vie est très attendue va se prononcer sur le sujet. Et grâce à lui, on est toujours en forme, c'est le sport, le football précisément aujourd'hui. Le sélectionneur des éléphants de Côte d'Ivoire sera
face à la presse. Oui, à cette occasion, Patrice Baumel va dévoiler la liste des joueurs retenus pour les 2 dernières rencontres des éliminatoires de la CAN 2022 contre le Niger et l'Éthiopie. Les éléphants qui sont logés dans le groupe K doivent impérativement remporter l'un de ces 2 matchs pour se qualifier pour la grande messe du football africain qui se jouera, on le rappelle, au Cameroun. Voilà, merci beaucoup Merci. pour cette revue de presse, Renaud. Merci. Et puis plaisir de vous retrouver demain pour encore un autre moment. Je pense que dans cette émission, on fera un jour, un matin bonheur, vous réveille avec nos titrologues, voilà, pour voir comment ça se passe le matin et qu'on respecte. Vous allez dire, vous allez passer chez moi à 1h du matin. Pourquoi on prépare ensemble la revue de presse? Peut-être, on verra bien. Je pense que si toutes les conditions sont mises en place, voilà. Ouais. Merci beaucoup en tout cas. Merci. Excellente journée, Renaud. Allez, la suite dans cette émission, nous revenons avec nos différents hommages à vous proposer. Et là, maintenant, allons-y avec M. Antoine Agbepa Mumba, alias Kofi Olomide. Qu'est-ce qu'il vivra toujours dans mon cœur, Ahmed? Qu'est-ce qu'il sera toujours vivant dans mon esprit, dans chaque morceau de mon corps? Ma mère dit souvent que tes frères, ce ne sont pas que ceux avec qui tu es né de la même maman et du même papa. Il y a des gens que tu rencontreras dans la vie, avec qui tu feras des choses, tu seras plus frère que tes propres frères de même sang. C'est le cas avec Ahmed. Figurez-vous qu'il a pris l'avion 2 ou 3 fois à Abidjan, Kinshasa, pour me rendre visite. On avait les mêmes goûts, on aimait les mêmes choses, on riait des mêmes choses et on s'emballait pour les mêmes choses aussi. Donc j'ai perdu un frère et j'aurai du mal désormais à donner le mot ami à qui que ce soit. Parce que lui, c'est la loyauté en amitié, la fidélité, la générosité, la sincérité, l'amour en amitié. C'est un homme grand, très très grand. La Côte d'Ivoire vient de perdre une pièce rare, une pièce unique. Regardez seulement son ascension. Il était mis au cachot il n'y a pas longtemps, dans l'époque de son journal Le Patriote. C'est quelqu'un qui aime vraiment, quand il a ses convictions, il les assume. Il n'a jamais trahi personne. Je pense que depuis le début, il roulait pour M. Alassane Ouattara et il est mort Premier ministre d'Alassane Ouattara. Quel bel accomplissement. Donc moi je salue l'homme, il aura toujours mon respect et je pense que les Ivoiriens, quel que soit leur bord politique, reconnaîtront en cet homme un espèce de rassembleur parce qu'il côtoyait tout le monde. Il était bien avec tout le monde, quelles que soient donc encore une fois les couleurs politiques. Je vous recommande la chanson que je viens de faire, ça s'appelle Excellence. C'est ma façon de le coter pour l'ensemble de ce qu'il a fait, de son parcours. Excellent. Et puis il est mort Excellence, Monsieur le Premier ministre. Juste un jour avant que je ne vienne, j'ai passé une nuit au studio à Paris et j'ai créé cette chanson-là. Vraiment, c'est mon cœur qui chante, c'est mon cœur qui pleure. Donc voilà quoi, que Ahmed repose vraiment en paix. J'adresse mes condoléances à toute la Côte d'Ivoire, à tous les Ivoiriens. Parce que Ahmed était le frère de chaque Ivoirien, l'ami de chaque Ivoirien. J'adresse mes condoléances à ses enfants, à sa femme, maman Yolande, que j'appelais affectueusement mon avocat. Et donc, la souffrance de sa famille et la mienne, parce que je suis aussi sa famille. Voilà, l'affection et l'amitié entre les deux hommes n'est plus à présenter ni à prouver, et au nombre desquels encore plusieurs autres liens qu'a tissé l'illustre disparu avec la population en général. On a encore à vous présenter ici avec l'hommage de Madame Nassissi. Ahmed Bakayoko, le mot me manque d'air, sinon j'allais bien parler plus que tout ça la même. Et me donner l'argent. Et Ahmed Yako. Ah, vraiment, je sais pas ce que je vais dire même. Quand je partais à la Mecque, il m'a donné enveloppe qu'il m'a donné. Quand j'ai ouvert, j'ai regardé dedans, j'ai dit, ah, tout ça là c'est pour moi. J'ai dit, la barca. Ça, c'est le jour qu'Ahmed Bakayoko va se lever au paradis. Il va se voir dans le paradis, quoi. Et vraiment, les enfants, je ne peux rien dire encore. Je ne sais pas comment il faut dire. Quand ils m'ont dit qu'Ahmed Bakayoko est mort,
On dirait qu'on a fait voir pour me taper ma tête. Je dis, chaque fois, quand il me dit que Amadou Bakayoko est parti en France, si je regarde Amadou Bakayoko, je dis, quoi? Amadou Bakayoko, il est mort. Non, c'est pas vrai. Ils n'ont qu'à bien dire. Pour dire qu'Amadou Bakayoko est mort. Amadou Bakayoko a fait du bien à tout le monde. À tout le monde. Avec le cœur blanc, avec le cœur ouvert. Il a fait son... Vraiment... Le jour qu'on m'a dit qu'Amadou Bakayoko est mort, on dirait que c'est mon papa et puis ma maman qui est mort ce jour-là. Parce que je pleurais. Je dis, qu'est-ce que moi je vais dire? Je ne peux pas marcher pour aller là-bas. Si c'était que moi je peux marcher pour aller. On allait me voir tout de suite même. Le jour de sa mort. Mais je ne peux pas marcher. Amadou Bakayoko, nous connaissons folie bien de. Amadou Bakayoko, Dieu n'a qu'à te donner paradis. Amadou Bakayoko, je ne sais pas comment je vais te dire encore. Vraiment. Là, je ne peux pas marcher, moi, je ne peux pas manger. Je prends quoi que seulement. Je ne peux pas manger du riz, je ne peux pas manger foutou. Je ne peux pas manger kabato. Si je vois toujours mon cœur bat seulement, tu vois pas, je voulais partir à l'hôpital. Hier, quand je suis partie à l'hôpital, ils m'ont dit que mon sucre est monté. Il sait. Ah, le docteur m'a dit, mais tu penses à quoi? J'ai dit, docteur, on ne peut pas tout dire. Il dit, il faut arrêter à penser. Trop penser, ce n'est pas bon pour toi. Si je marche un peu, mon cœur bat. Tellement que ça m'a touché. Tellement que la mort d'Amadou Bakayoko m'a touché. Et puis Kanja Kamara est aujourd'hui comme ma fille. Et Kanja Yako. Et Amadou Bakayoko nous a manqué, il va nous en manquer plus que ça même. Moi-même, j'ai dit à le bon Dieu, chaque fois si je viens de prier seulement, je mets le doigt haut. C'est l'Amadou Bakayoko le nom qui est devant. Parce que quelqu'un te fait du bien, il faut parler. Il faut dire qu'en tout cas, il m'a fait ça. Même si il ne te donnait rien, si te voit seulement, il commence à sourire. Tu vas savoir que la personne là, il m'aime. Ce n'est pas pour l'argent. Pour dire que oui, il m'a donné l'argent, il m'a fait... L'argent qu'Amadou, le jour que je voulais partir à la Mecque, l'argent qu'Amadou Bakayoko m'a donné, c'est trop. Et pour dire qu'Amadou Bakayoko est parti comme ça, sans que moi je vois Amadou Bakayoko, ça m'a touché là-bas. Quand il était en France, j'ai demandé à ma fille toujours, j'ai dit, Fatim, Amadou Bakayoko, il dit, maman, ça va. Ça va aujourd'hui même, je dis, il n'a qu'à faire pour venir maintenant. Si c'est prier seulement, non, il priait. La vérité. Même quand on est parti, un jour, il nous a invités en Gré. On est parti là-bas. Quand il était l'air de prier seulement, Amadou Bakayoko a dit, bon, ceux qui veulent prier, il n'a qu'à se lever, il est l'air de prier. Amadou Bakayoko, je te souhaite le paradis. Dieu n'a qu'à te mettre dans le paradis. Tu n'as qu'à devenir notre tutelle là-bas. Inch'Allah, le bon Dieu va faire ça. Moi, je n'ai pas mis Amadou Bakayoko au monde, mais il est comme mon fils. Il était comme mon fils. Même aujourd'hui, même, il est comme mon fils. Depuis ce jour-là, je ne sais pas, même si je vais marcher, je tremble. Si c'était que le bon Dieu demandait, pour réunir tous les vieilles, pour les demander, bon, on veut prendre Amadou Bakayoko, s'il vous plaît. Et pour vous, là, on n'a qu'à prendre qui ici pour mettre à la place d'Amadou Bakayoko. Voilà, j'allais soulever mon bras. J'allais dire moi, pour qu'il n'ait qu'à rester. Il n'a qu'à continuer à faire son bien. C'était pas l'enfant de sa maman seule. C'était pour nous tous, surtout moi, Fanta. Et Amadou Bakayoko, je te souhaite bonne route. Dieu n'a qu'à t'aimer.
C'est nous, on dit Aligene, le paradis. Bonjour à tous, bienvenue dans l'actualité internationale. Le président tanzanien John Magufuli est décédé de problèmes cardiaques. C'est ce qu'a annoncé hier la vice-présidence de la République. John Magufuli, surnommé le bulldozer, est arrivé au pouvoir en 2015 en promettant de lutter contre la corruption. En Afrique du Sud, la pluie battante sur Nongoma a rapidement été interprétée comme un symbole. Hier, en pays zoulou, des milliers de personnes se sont rassemblées, la plupart en tenue traditionnelle, pour les funérailles du 8e roi du peuple du ciel. Goodwill Zwelithini, roi des Zoulous, est mort vendredi à 72 ans après 50 ans de règne dans sa ville d'origine du KwaZulu-Natal. Les affaires et le temps étaient suspendus pour rendre hommage à ce chef traditionnel, incarnation de 2 siècles d'histoire de la nation zoulou. En Algérie, quelques centaines d'étudiants ont manifesté mardi à Alger pour afficher leur hostilité à la tenue d'élections législatives anticipées le 12 juin. Après avoir dissous la chambre basse du Parlement le 21 février, le président Abdelmadjid Tebboune a convoqué des législatives anticipées, une tentative de reprendre la main face au retour du mouvement pro-démocratie après 1 an de suspension en raison de la pandémie de Covid-19. Aux Pays-Bas, le parti libéral du Premier ministre néerlandais sortant, Mark Rutte, est arrivé ce mercredi en tête des élections législatives dominées par la pandémie de Covid-19, ce qui devrait lui permettre de diriger sa 4e coalition gouvernementale, selon des sondages réalisés à la sortie des urnes. En France, à Bordeaux pour être précis, à la fac des secouristes en santé mentale formés pour aider les étudiants. Réaction. Poursuit 3 objectifs en fait principaux. C'est d'abord augmenter les connaissances, améliorer les connaissances en santé mentale des étudiants, connaissances de base en santé mentale. Il ne s'agit absolument pas d'en faire des thérapeutes, mais de leur donner des notions de base sur différents troubles psychiques qui sont les principaux troubles en fait, que ce soit les troubles dépressifs, les troubles anxieux, les troubles psychotiques et les troubles liés à l'utilisation de substances. On a eu un cas où en fait lors d'un croc, on a eu un témoignage où l'étudiant ne répondait pas à la question et détaillait vraiment en fait son appel à l'aide, son appel SOS, où il disait qu'il se sentait vraiment pas bien et il était prêt quasiment à passer à l'acte. Et donc du coup ça a déclenché une petite cellule de crise et on a été tous très touchés et on ne savait pas comment réagir. On essaie quand même de les rassurer, on n'est pas des flics, on n'est pas des professionnels de santé, on est des étudiants comme eux et peut-être que nous aussi on vit quelque chose de comme ça, ils ne le savent pas, donc c'est à partir de là qu'on arrive à comprendre. On reste en France. Un homme âgé de 30 ans se trouve dans un état de mort cérébrale ce mercredi à Rennes. Cet homme d'origine tchétchène a été la victime de coups de feu mercredi vers 13h45. Plusieurs tirs ont résonné devant le petit centre commercial Carrefour City, blessant 2 hommes de 30 et 31 ans, a fait savoir le procureur de la République, Philippe Astruc. Le pronostic vital du plus jeune est engagé. La police a interpellé un homme de 21 ans peu de temps après les faits. Voilà qui marque la fin de ce rendez-vous de l'actualité. Excellente journée à toutes et à tous. Voilà, merci à vous, Régis Kofi. Et nous vous souhaitons une excellente journée. À vous, chers téléspectateurs, pour toutes les personnes maintenant qui s'apprêtent à prendre la route, eh bien, prudence sur nos routes, car la chaussée est glissante ce matin. Nous allons maintenant nous intéresser à un volet très important de la vie, à savoir la santé. Pour ainsi dire, la santé, c'est la vie. Il faut donc y prêter une attention toute particulière. En compagnie du docteur Kimou Anissan, nous allons ici essayer d'épiloguer sur comment surveiller sa santé surtout. Bonjour docteur. Bonjour madame. Bienvenue. Merci. On échange dans quelques instants, juste après ceci. Merci. Voilà, nous sommes en compagnie du docteur Kimou Anissan. Eh bien, comment surveiller sa santé? Nous en parlerons maintenant car c'est un aspect très important de notre quotidien. Docteur, rebonjour donc. Bienvenue encore on va dire chez vous. Voilà, vous êtes comme chez vous. Déjà, comment surveiller sa santé? On dira pourquoi et bien le faire. D'accord. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Je remercie toute
direction de la production, pour cette invitation. Alors, nous allons partir déjà de la définition de la santé. Oui. La santé qui est un état complet de bien-être mental, physique et social. C'est-à-dire que la santé ne veut pas dire simplement l'absence de maladie ni d'infirmité. Donc la santé est très importante et c'est ce qui a mené l'OMS en 1946 déjà à considérer la santé comme l'un des droits fondamentaux de l'être humain. C'est-à-dire il faut pouvoir satisfaire l'être humain en ce qui concerne son état de santé, qui est physique, mental et social. Très bien. À partir donc de cette définition de la santé, docteur, toujours en voulant nous accrocher au sujet qui nous occupe aujourd'hui, quelles sont les habitudes à adopter pour rester vraiment en alerte quant à son état de santé? D'accord. Effectivement, il faut avoir des attitudes. Comme j'ai dit, la santé, ce n'est pas l'absence de maladie. Avant d'arriver à la maladie, déjà, il faut avoir des attitudes pour ne pas, si on peut le dire ainsi, arriver à la maladie. Mais quoi qu'on dise, la maladie peut survenir à tout moment, quel que soit. Mais il faut faire le maximum pour éviter que la maladie survienne. Pour cela, il faut avoir un certain nombre d'attitudes que les spécialistes ont résumé soit en 10 conseils. Quelquefois, ils les regroupent en 7. Mais en premier, il faut pouvoir entretenir vos relations avec les autres. Alors, il faut s'arranger pour vivre dans un environnement où l'individu, l'être humain, se sent déjà à l'aise. Et ça passe par quoi dans la spécificité, dans le détail? Alors, c'est d'éviter toutes les relations qui ne vous mettent pas à l'aise, qui ne garantissent pas votre santé sur le plan physique, mental et social. Très bien. Voilà. Si vous vous retrouvez dans un club d'amis, dans un groupe d'amis où chaque fois que vous les quittez, vous n'êtes pas, ou bien pendant que vous êtes avec eux, vous n'êtes pas dans de bonnes dispositions physiques, mentales, il faut pouvoir éviter ces personnes. Et quand c'est votre lieu de travail? C'est votre lieu de travail. Malheureusement, il faut pouvoir créer les conditions sur le lieu de travail, puisque vous ne pouvez pas faire autrement, à moins de quitter votre boulot. Il faut faire tout pour que... Oui, c'est une option. Et je pense que d'autres le font pour garantir leur santé. D'autres sont obligés de quitter leur poste, quel que soit ce que ça va leur coûter, mais ils quittent. Mais ils sont plus à l'aise. D'autres quittent la profession du bureau pour se retrouver dans les champs, dans leur plantation, pour bien occuper leur profession qu'ils aiment. Et cela va venir dans la deuxième condition, c'est de faire tout pour faire ce qu'on aime. OK. Faire tout pour faire ce qu'on aime. Et donc, si on ne se sent pas à l'aise, comme l'avait dit tout à l'heure, à son lieu de poste, bon. Il faut analyser d'autres options. D'autres options. Très bien. Ça donne des idées. Bon, on poursuit. OK. La troisième, c'est de gérer le stress. Tout à l'heure, vous avez parlé de lieu de travail. La chose qui peut survenir sur le lieu de travail, c'est le stress. Il faut pouvoir le gérer. Si on veut continuer à travailler dans cette atmosphère, il faut pouvoir gérer donc ce stress et être à l'écoute de vos émotions, parce que l'émotion est importante. La réaction de l'autre, comment on l'interprète. Si ça doit vous faire du mal, faites tout pour retourner la situation, pour que vous soyez à l'aise, puisque vous ne pouvez pas tout de suite, vous soustraire à cet environnement-là. Bien Donc, sûr. vous avez l'obligation de créer les conditions de pouvoir gérer ce stress-là. Voilà. Dans tous les cas, chacun, quand il fait une demande d'emploi, je pense qu'à la fin, on dit qu'on est prêt à supporter le stress, on veut travailler. Et quand le stress survient, malheureusement, on n'arrive pas à supporter. Bon, c'est à des degrés. En même temps, une forte décharge de stress ininterrompue, c'est clair que ça devient suicidaire. Ça, c'est vrai. Mais il faut s'y adapter. Sinon, on se fait du mal. Allons-y, on a plusieurs éléments donc à décortiquer. Et il faut également, en quatrième point, faire travailler son esprit. Vous savez, une maladie qui survient à un certain âge, c'est l'Alzheimer, par exemple. Mais il faut pouvoir travailler son esprit. Vous n'avez jamais vécu le fait de vous rappeler d'une scène que vous avez déjà vécue. Vous avez déjà vécu, surtout les bons souvenirs de l'école primaire, des bons souvenirs du lycée. Ça vous permet
de faire travailler votre esprit, de travailler votre mémoire, remémorer le visage de sa maîtresse de CP2, par exemple. De sorte que, vous voyez, il y a certaines personnes dans la rue, quand ils vous croisent, vous avez été voisins peut-être aussi, hein, ils disent tous vos noms. Ils vous ont reconnu, malgré que la barbe a poussé, malgré que vous avez changé physiquement. Ça aide à maintenir un état d'esprit. On peut dire que ce sont des personnes qui ont de la mémoire. La mémoire, ils font travailler la mémoire parce que ça ne vient pas spontanément, ils font travailler la mémoire. Ils sont là, mais dans ce travail, dans cette quête de santé, il faut se souvenir des choses qui sont plus positives que de se souvenir des choses malheureuses. Bien sûr, bien sûr. Alors, en 5e position, il faut soigner votre équilibre alimentaire. Oui. Et sur ce sujet, il y a beaucoup de choses. Il y a des régimes qu'on vous impose, mais l'homme doit pouvoir se sentir à l'aise avec son régime alimentaire qu'il a adopté. Si manger 3 fois par jour vous permet de vous sentir physiquement, mentalement et socialement bien, mangez 3 fois par jour. Maintenant, c'est le contenu que vous mettez dans ce que vous mangez. Parce que ça va venir, il ne faut pas que la nourriture soit une activité sociale. Et souvent, chez les jeunes, les adolescents, enfin, même les adultes, on se retrouve très souvent tous les samedis à se retrouver de 10h jusqu'à 20h. Ou des bouffes parties. Des bouffes parties. À un moment donné, après 45 ans, 50 ans, il faut éviter ce genre de situations. Parce que vous mangez, pas parce que vous en avez besoin. Mais parce que vous êtes là, le premier plat vient, vous finissez. Le deuxième plat va venir, vous allez manger parce que vous êtes là de 10h jusqu'à 20h. Bien sûr. Vous bouffez et là, vous ne contrôlez pas ce que vous bouffez. Tout ce qui vient, vous y touchez. Il y a l'alcool, on se met à grignoter et tout ça. Voilà. Mais quand vous êtes assis, après la nourriture, c'est forcément... Il faut bien mouiller, hein, comme on dit. C'est ça. OK. Et après, il faut boire beaucoup d'eau. Ça, c'est très important. Il faut boire beaucoup d'eau. Moi, je suis médecin. Vous savez, certaines personnes se plaignent très régulièrement de céphalées, des maux de tête, si on veut le dire. Mais pour ces céphalées, il suffit que ces personnes soient... Parce que ça peut être un signe de déshydratation simplement. Quand vous demandez à ces personnes, est-ce que vous buvez beaucoup d'eau? Ah, docteur, je ne bois pas beaucoup d'eau. Et donc, il faut avoir l'habitude de boire beaucoup d'eau. On se dit 2 litres par jour, au moins 2 litres par jour, 1,5 litre par jour. OK. C'est fini, là Non, c'est pas fini. Oui, allons-y. Là, je suis donc à la 6e rubrique. Okay. Et il faut opter pour une activité physique. Il faut opter pour une activité physique. Alors, ça aussi, il faut faire de telle sorte que cette activité physique vous mette à l'aise. Et justement, au nombre des activités physiques, hein, on a plusieurs sports ici qu'on pratique et selon l'âge, selon le poids, selon en tout cas, on va dire l'environnement social. Vous allez dans quelques instants nous donner, en fonction de ces différentes catégories-là, quel sport pratiquer, quelle activité pratiquer pour pouvoir se maintenir en santé. Alors, il ne faut pas se fixer des limites. Il ne faut pas se fixer des limites. Pratiquer l'activité qui vous va le mieux. Partir de l'activité physique en salle où vous faites une variété d'activités. Si cela vous convient, vous le faites. Moi, je ne suis pas d'accord quand on dit qu'il faut le faire 3 fois dans la semaine, 4 fois dans la semaine. Ça crée des limites. La personne, compte tenu de son temps, arrive à faire 2. Est-ce que, parce qu'il n'arrive pas à faire 3, il faut qu'il arrête? Mais s'il arrive à faire 2 et que déjà avec ces 2, il se sent à l'aise, il se sent bien, je pense que c'est comme ça qu'il faut, il faut voir la chose. Mais c'est sûr que si vous arrivez à faire 2 dans la semaine, à un moment donné, votre organisme va vous demander de faire 3. Parce que vous allez dire, bon, je fais 2, je vais aller faire 3. Et vous voyez des gens toute la semaine, du lundi au dimanche, qui font le sport. Parce que c'est ce qui les met à l'aise. Il ne faut pas regarder ce que l'autre fait, mais fais ce que tu dois faire pour que tu puisses te sentir à l'aise du lundi au dimanche. Donc, les rythmes d'activité physique et le contenu, je pense que c'est nous-mêmes qui devons pouvoir les définir. Ça dépend de tout un chacun. Tout en sachant, comme je l'ai dit, il faut être dans les dispositions les meilleures physiquement, mentalement et socialement. Certaines personnes ont d'aller en salle de sport. Donc, il faut marcher dans le quartier. Il faut marcher. Si vous êtes à l'aise dans la salle de sport, tant mieux. Sinon,
d'autres activités sportives sont nécessaires forcément pour la santé. Mais il faut pouvoir le faire. Il ne faut pas faire toutes les autres et puis ne pas, je vais dire, toutes les autres activités et ne pas inclure donc, le sport. Il faut vraiment s'imposer un rythme. C'est un savant mélange de tout ceci. Alors, la 8e, il faut dormir beaucoup. Ah. Voilà, il faut dormir beaucoup. Ça devient un Graal pour nous quand vous dites ça. Oui, c'est pour ça que quand vous m'avez dit que je dois passer tôt ce matin, je vous ai dit, ça va perturber, parce que depuis quelque temps, et j'ai appris à dormir un peu plus longtemps. Comme je vous envie, docteur. C'est pas bien grave, c'est juste pour aujourd'hui. Voilà, non, mais c'est pas grave. Ça m'a fait du bien aussi de voir la fraîcheur matinale également. Ah, c'est vous voyez, très, mais je me suis couché tôt, donc j'ai pu... C'est ça, il faut avoir une bonne hygiène de vie, une bonne organisation, une bonne hygiène de vie. C'est ça. Et ça, c'est par rapport aux jeunes, il faut s'éloigner au maximum des dépendances. On ne peut pas être en bonne santé si on est dépendant d'un certain nombre de substances. La cigarette, la drogue, l'alcool. Et de plus en plus, on constate une autre dépendance qui était vue chez les jeunes, mais qui est vue aussi chez les adultes de plus en plus, c'est la dépendance aux réseaux sociaux, aux écrans. Et tout cela ne contribue pas à garantir une bonne santé. Des gens ont des céphalées, mais ils oublient que c'est parce qu'ils sont sur l'écran. Pratiquement dans les 24 heures, sur 10 heures de temps, ils sont sur l'écran. Et ça empêche de dormir aussi. Ça empêche de dormir. Si vous avez des céphalées, c'est sûr que vous n'arrivez pas à dormir convenablement. Et puis, pour terminer, il faut surveiller votre santé. Et c'est ce que tout le monde fait. Tout le monde dit, surveiller sa santé, c'est-à-dire faire un bilan annuel, faire un certain nombre d'examens de façon rythmée quand on n'est pas malade. Et quand on est malade, il faut pouvoir vivre avec cette maladie en suivant les consignes que le médecin vous a données. Par exemple, quelqu'un qui est né aussi dans une famille où le père est hypertendu, ou la mère est hypertendue, ou la maman est diabétique, et ainsi de suite, toute votre vie, vous devez pouvoir vivre en tenant compte du fait que votre mère ou votre parent direct soit diabétique, vous avez plus de risques qu'une autre personne. Donc, tout ce que vous mangez, tout ce que vous faites, vous devez en tenir compte. Donc, vous devez éviter au maximum, pour quelqu'un qui a un parent diabétique, au maximum de consommer les sodas. Quand vous pouvez l'éviter, il faut l'éviter. Et puis maintenant, le bilan annuel, comme je l'ai dit, vous consultez un médecin, il fait ce qu'on appelle le check-up. Vous faites ça annuellement. La suite du check-up va tenir compte de ce qu'il a pu trouver dans le bilan de base et vous demandera d'autres examens. Alors, docteur, c'est vrai que vous avez cité plusieurs éléments qui nous permettent en tout cas d'être à l'aise chez nous à la maison. Alors, à côté de tout cela, nous avons aussi, quand la santé commence à se dégrader, des signaux d'alerte. Généralement, un nœud dans la poitrine, on peut avoir d'autres signaux d'alerte comme ça. Oui. Effectivement, il faut être très attentif à son organisme. Oui. Ceux qui ont les voitures, sur la route, ils attendent un bruit en bas. Le premier réflexe, c'est de chercher, appeler le mécanicien. Ah, j'ai entendu un bruit en bas de ma voiture. Oui. Mais on ne le fait pas souvent pour l'organisme, pour son organisme. Vous n'avez pas l'habitude d'avoir une douleur au niveau de la poitrine. Et subitement, ça vous revient une fois, deux fois. Il faut tout de suite considérer ça comme un signe d'alarme. Une femme qui est bien réglée, et qui constate qu'entre ses règles, elle a des petits saignements. Il faut que ça l'interpelle pour aller voir un médecin, un gynécologue, en l'occurrence. Pour dire que tous les signes qui apparaissent et qui ne sont pas habituels doivent être considérés comme des signes d'alerte. Et quand vous allez chez le médecin, comme vous allez avec votre voiture chez le mécanicien qui dit non, c'est parce que vous avez pris tel sachet en dessous qu'il y a ce bruit, le médecin vous dira non, c'est rien du tout, c'est parce que vous avez fait un long voyage, vous étiez dans telle posture, c'est pour ça que vous avez telle douleur. Mais il fera quand même, en fonction du signe que vous avez évoqué, un certain nombre d'examens avant de vous rassurer pour dire que vous n'avez rien.
Alors, docteur, c'est très important d'être alerte à tous les signaux qu'on peut remarquer ça et là concernant sa santé. Mais en même temps, il y a quelques pathologies insidieuses qu'on ne voit pas de manière apparente. Vous avez donné un mécanisme, par exemple le bilan de santé. Après le bilan de santé, quelle est l'attitude à adopter selon, parce que c'est une pléthore de résultats qu'on aura, c'est vraiment un check-up complet. Comment maintenant se comporter, comment, avec l'œil du profane, véritablement, prendre soin de soi? Bon, c'est ce que je viens d'évoquer avec les 10 conseils que j'ai énumérés. Ça veut dire que vous avez fait un check-up et quand vous regardez, le médecin vous dit qu'il n'y a rien, c'est ça? Il peut avoir rien ou on peut découvrir des choses dès lors, finalement? Oui, dès qu'on découvre quelque chose, ça veut dire que le médecin qui a découvert cette pathologie va vous orienter. Par exemple, je considère que le médecin généraliste, c'est lui qui fait tout le bilan standard, le premier bilan. Alors, si vous avez une douleur au niveau de la poitrine qui revient régulièrement, même quand le résultat du check-up sera bon, il vous dira de faire l'ECG ou l'électrocardiogramme qui est l'ECG, ou bien l'échocardiographe, mais il vous dira de chercher à rentrer en contact avec un cardiologue. Et c'est là que souvent se situe la difficulté, le fait d'avoir dit, monsieur, vous n'avez pas grand-chose, mais allez-y voir un spécialiste. Le plus souvent, on s'arrête là, alors que ce n'est pas la bonne attitude. Le médecin généraliste a pensé que le cœur pourrait avoir un problème. Il faut voir un cardiologue, et c'est le cardiologue qui est spécialiste du cœur qui vous dira « Ah non, c'est bon, monsieur, vous pouvez partir, mais revenez dans 6 mois ». Ce qu'on constate, les gens ne reviennent pas. Tant que ça va, on dit pas de nouvelles, bonnes nouvelles, et les gens vivent avec jusqu'à ce que cette maladie insidieuse-là s'aggrave et quand on retrouve les patients à un stade un peu plus avancé. Par exemple, chez les dames, le cancer du col de l'utérus. Aujourd'hui, c'est le seul cancer, je peux dire, en dehors de l'hygiène de vie et tout, c'est le seul cancer où il y a des éléments qui existent pour l'éviter. Et c'est déplorable de savoir que des femmes sont passées à l'hôpital voir des gynécologues et puis des années plus tard font un cancer du col. Alors, docteur, vous avez donné quelque chose de très intéressant. Il y a des éléments pour éviter le cancer du col de l'utérus, en l'occurrence. C'est quoi ces éléments-là, pour l'information de tous? Alors, pour une femme qui n'a pas pu faire le vaccin, parce qu'il y a le vaccin qui existe, il y a beaucoup de polémiques là-dessus, il y a le vaccin qui existe pour les jeunes filles et les adolescentes. Mais quand vous êtes en activité génitale, il faut faire régulièrement ce qu'on appelle le frottis cervico-vaginal. Généralement, c'est quoi en termes de durée? En termes de durée, quand vous faites un frottis qui est normal, on vous donne un rendez-vous 1 an après, vous faites un autre qui est normal, alors le médecin vous dit venez dans 2 ans ou dans 3 ans. C'est pareil pour la mammographie, à un certain âge pour le cancer du sein. Donc, quand une mammographie est normale, on vous dira de venir dans 2 ans ou dans 3 ans, selon ce que le médecin a retrouvé au premier examen. Alors, docteur, parlons du bilan de santé. C'est vrai que vous avez évoqué tout à l'heure qu'il faut faire un bilan de santé chaque année. Il y en a qui sont très alertes sur le bilan partiel parce que peut-être ils ont peur de ne pas découvrir quoi que ce soit. Est-ce qu'on peut se permettre un bilan partiel chaque fois sans pour autant en faire un complet chaque année? Bon, le bilan partiel, c'est votre médecin qui va le définir. Sinon, vous faites tout et puis le médecin va vous dire, bon, l'année prochaine, voilà ce que vous faites, voilà ce que vous allez faire, voilà ce que vous allez faire. Comme tout à l'heure, je l'ai dit, pour quelqu'un, quand vous prenez son dossier qui a ses antécédents des parents diabétiques, vous n'allez pas enlever le dosage de la glycémie dans son examen. Même si vous voulez le faire de façon partielle, cet examen est essentiel pour lui. Vous pouvez enlever d'autres examens, mais la glycémie, vous ne devez pas l'enlever. Donc, l'individu ne peut pas lui seul décider, comme l'année dernière, j'ai fait tout un ensemble, aujourd'hui, je me limite à tel nombre d'examens. Non, c'est le médecin qui va vous déterminer quels sont les examens à faire. Alors, docteur, c'est très important. Et à partir des fois
du bilan de santé qu'on a. On a le diagnostic qui est fait, on a le traitement qui est fait. Et ce qu'on remarque, et c'est de plus en plus légion, c'est que les personnes se disent, ayant su la maladie que j'ai, on pratique de l'automédication à souhait, on s'invente apprenti pharmacien et docteur. C'est quoi les conséquences? L'automédication... Bon, il se dit qu'on m'a donné tel médicament pour telle maladie. Dès que je sens un peu les signaux, plutôt que d'aller voir encore le médecin qui peut changer peut-être le protocole, non, je vais m'en procurer. Oui, vous faites bien de poser la question parce que un signe ne détermine pas la maladie. Plusieurs maladies peuvent avoir en leur sein un signe. Alors, si aujourd'hui vous allez parce que vous avez fait une fièvre et que le médecin vous a vu, il a fait un certain nombre d'examens et qu'il vous dit que vous avez un paludisme, donc il vous prescrit le traitement de paludisme. Mais quand vous faites une infection, vous faites la fièvre. Alors, quand vous commencez à prendre le traitement du paludisme, vous n'êtes pas sur le bon chemin. C'est pour ça que l'automédication est dangereuse pour l'organe. Vous prenez des médicaments qui sont souvent lourds, mais qui ne sont pas adaptés à la situation que vous êtes en train de traiter. Donc, vous prenez inutilement un médicament et souvent, vous perdez du temps. Et quand vous arrivez, on fait le diagnostic. Ce n'est plus le palu, mais vous êtes en train de faire une infection pulmonaire, par exemple, ou bien une infection digestive. Ça a eu le temps d'évoluer. Si on peut rattraper les choses, on arrive à rattraper. Mais retenez que ce n'est pas une bonne attitude, l'automédication. Alors, nous allons aussi peut-être le dire à nos téléspectateurs, que pour surveiller sa santé, on n'a pas besoin de grands moyens. Oui, la prévention ne coûte pas grand-chose. Oui. Donc, je pense qu'il faut que tout le monde opte pour la prévention. J'ai donné l'exemple du cancer du col. Il y a des campagnes souvent qui sont faites où vous faites ce dépistage-là gratuitement. Et c'est fait annuellement. Pourquoi ne pas s'inscrire dans cette démarche où vous ne payez rien chaque année et vous avez vos résultats? Mais attendre que la maladie survienne, la prise en charge devient lourde. Donc, on n'a pas besoin de grands moyens. Manger sainement, on n'a pas besoin de grands moyens. Ou même comme ce que vous avez indiqué, boire de l'eau, faire du sport, marcher dans le quartier. Voilà. On n'a pas besoin de grands moyens. Quand on évite également de ne pas transformer les repas en activités sociales, par exemple, on économise plutôt que... Parce que le seul moyen dont il faut disposer, c'est la discipline. C'est la discipline, voilà. Alors, docteur, on entend dans la constitution même de l'être humain, on parle de plusieurs endroits et notamment de plusieurs organes, on parle d'organes vitaux. Finalement, quand on veut être alerte à sa santé, quelles sont les grosses pathologies ou les examens à prioriser? D'accord. Vous avez parlé d'organes vitaux. Effectivement, il y a certains organes qui sont essentiels. Le Panari ne peut pas me tuer, mais bon, un AVC... Oui, oui, un AVC peut vous tuer, mais le Panari, si vous ne faites pas attention, le germe qui est là peut se diffuser dans tout l'organisme et puis vous tuer également. Mais il y a des organes comme le cœur, le foie. Je rappelle que le foie, c'est la machine. Tout ce que vous mettez dans votre organisme passe par le foie. Et donc, il faut pouvoir préserver ce foie-là. Et donc, quelqu'un qui fatigue son foie, l'une des personnes qui fatigue son foie, c'est la personne qui consomme beaucoup d'alcool, par exemple. Et toute la quantité d'alcool que vous ingurgitez va passer par le foie. Vous voyez que déjà, vous êtes en train de mettre votre foie en rude épreuve. Et donc, j'ai dit le foie, j'ai dit le cœur, il y a les reins également, et l'autre organe qu'on doit pouvoir surveiller, le poumon. Voilà. Si vous n'arrivez pas à respirer avec la pandémie qui survient, qui est là aujourd'hui, le corona, oui. Il faut avoir une fonction respiratoire de bonne qualité. Parce que c'est là que, quand vous avez une détresse respiratoire, on connaît la suite. Donc le rein, pour préserver les reins, aussi bien comme le foie, les reins aussi est une machine qui épure tout ce que vous ingurgitez dans l'organisme. Voilà, quand vous prenez des médicaments, tout à l'heure on a parlé de l'automédication, quand vous prenez des médicaments qui ne sont pas adaptés,
vous êtes en train de soumettre votre rein à quelque chose d'inutile, puisque ce médicament ne vous est pas prescrit, le médicament n'est pas adapté. Et après, maintenant, quand on fera le diagnostic, on vous prescrira d'autres médicaments, et ces médicaments qui sont adaptés à votre organisme peuvent venir sur un rein déjà fragilisé. Et donc, vous avez une insuffisance rénale médicamenteuse, par exemple, et qui est néfaste, qui va tout bousiller dans votre vie. Quand les reins ne fonctionnent pas bien, on n'est pas du tout à l'aise. Bien sûr. Alors, docteur, on va revenir avec vous dans quelques instants. Juste le temps pour nous d'écouter certaines personnes et de les voir aussi. Elles expliquent comment elles surveillent bien leur santé. Moi, ce que je fais, je ne prends pas assez de sucre, je ne prends pas assez de sel, je prends très peu d'huile dans mes nourritures et je marche beaucoup. Je veille surtout à consommer ce qui est sain, c'est-à-dire naturel. J'évite véritablement tout ce qui est chimique, qui peut agir négativement sur mon foie, sur mes reins, sur ma santé. Donc je consomme beaucoup de fruits, je mange beaucoup de légumes. Chaque matin, je prends au moins 1 litre d'eau, je bois 1 litre d'eau. Depuis 7 ans, vraiment, je me porte très bien. Ça me fait beaucoup pisser, beaucoup manger. C'est un médicament de chez nous ici que je prends souvent. C'est des racines préparées. Et puis, je prends ça 2 fois dans la semaine. Mais ça me nettoie de toutes les impuretés. Diabète, je ne connais pas. Tout ce qui est les petites maladies, telles que maux de tête, maux de ventre, tout ça là, je ne connais pas. Je suis beaucoup mon alimentation. Je ne mange pas assez d'huile. Et puis le soir, je ne mange pas trop lourd aussi. Par an, je fais un bilan de santé. Et en ce qui me concerne, chaque 3 mois, je fais des examens médicaux. Voilà, parce qu'il faut dire qu'avec le travail, on sent beaucoup la fatigue. Les soirs, je prends beaucoup de fruits, de la banane, des oranges, du pain aussi, et puis bon, de la salade. Le matin, quand je me réveille, je bois au moins 1 verre d'eau ou 2 verres d'eau. Et je fais aussi le sport. Le soir, je ne mange pas assez. Je mange léger, genre les crudités. Je fais les bilans de santé peut-être 1 fois dans l'année ou 2 fois dans l'année pour contrôler ma santé, pour voir si je n'ai pas peut-être des maladies internes, pour voir si je n'ai pas peut-être de cancer, si je n'ai pas d'infection aussi. Je dirais plus c'est au niveau de la nourriture. Voilà, les soirs, un peu de salade, puis les crudités. Pas trop de sel, pas trop d'huile. Je pratique beaucoup le sport. Je surveille mon alimentation. Je mange léger les soirs. Je mange beaucoup les fruits et légumes les soirs. Le matin, je prends plutôt une tasse de thé au citron. Et à midi, je mange moins gras. Je viens de finir comme ça ma séance de basket. Et voilà, en tout cas, bel échantillon qui fait réagir docteur Kimou. Commentaire donc sur toutes ces interventions. Oui, après avoir regardé cette sélection, on constate que tous les Ivoiriens vivent bien apparemment. En tout cas, la note, elle est bonne. Hein. Oui, mais effectivement, j'ai fait le sport, mais il y a plusieurs autres choses à faire. Si vous faites le sport et que dès que vous rentrez à la maison ou bien quand vous êtes au service, vous êtes dans un environnement où vous-même vous ne vous sentez pas à l'aise, cela aussi peut entraver votre bonne santé. Donc c'est tout un ensemble. Quand on décide d'être en bonne santé, il faut vraiment suivre plusieurs règles, faire le sport, la nourriture, dormir beaucoup et tout ça. Voilà. Alors, c'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure en off, mais on l'a entendu dans le micro-trotte là à l'instant. Ces personnes qui utilisent bien des feuilles, on va dire des feuilles traditionnelles et tout, et qui vraiment ne prennent même pas de médicaments et tout, qui prennent cela pour être en forme, pour dire bon, je surveille ma santé tout en prenant ces décoctions-là. Votre avis là-dessus? Oui, dans tous les cas, les médicaments que nous consommons de façon chimique viennent la plupart des feuilles. Donc, les feuilles ont des vertus. Mais quand il dit je consomme beaucoup de feuilles, quel type de feuilles et ces feuilles-là sont adaptées à quelle pathologie? Qu'est-ce qu'il est en train de prévenir en prenant ces feuilles-là?
Et comme l'avait dit, à quel rythme? Il le prend 1 fois par jour, 2 fois par jour, 3 fois par jour. Comme j'ai dit, tout ce que vous ingurgitez, le rein, le foie en subissent. Le produit peut être bon, mais est-ce qu'on prend la dose qu'il faut? Alors, docteur, vraiment la dernière question avant qu'on ne mette un terme à cet échange. Vous avez parlé de produits qu'on utilise de manière quotidienne, même sans pathologie. On a plusieurs, au nombre desquels on a vraiment quelques petits cachets pour se maintenir en forme, ce genre de choses-là. Est-ce que c'est vraiment indiqué? Parce que ça ne se fait pas sous contrôle médical. Voilà. Vous l'avez dit, hein, ça ne se fait pas sous contrôle médical. Même les tradis praticiens qui conseillent ces médicaments pourraient être des conseillers. Mais quand le médicament tombe dans la main de l'individu, il en fait ce qu'il veut. Sinon, la pharmacopée n'est pas combattue systématiquement par la médecine. Au-delà de la pharmacopée, même il y a d'autres cachets très sophistiqués, astiqués par des maisons. On a vu, hein, il y a des grosses maisons avec l'aigle qui distille, pour ne pas les citer, Forever. Voilà, qui donne quelques cachets comme ça pour se maintenir en forme, garder son acuité sur différents points. Oui, ce que je sais, c'est que les produits, l'entreprise que vous avez citée tout à l'heure, quand vous lisez, ce sont des produits qui sont fabriqués quand même sous contrôle médical, pharmaceutique et tout. Et donc, je pense que si ces produits-là sont donnés à des posologies indiquées par la maison de fabrication, ça ne devait pas poser de problème. Et bon, souvent aussi, on se dit que ça fait tellement du bien et qu'il faut aller au-delà de la dose prescrite. C'est ça qui pourrait poser problème. Et je pense que... Il faut rester dans la mesure, en somme. Dans la mesure, c'est ça. Merci beaucoup, docteur Kimou Anissan, d'être passé aujourd'hui sur notre plateau, nous donner quelques indications comme ça pour qu'on fasse beaucoup plus attention à notre santé. Alors, on va passer maintenant à un hommage toujours, parce que, voilà, l'on vous a dit, hein, ce conducteur-là, c'est un savant mélange de nos fondamentaux et de l'actualité que nous vivons. C'est l'hommage rendu au Premier ministre par la ministre Raymonde Goudou Kofi. Le Premier ministre est un livre dont on aura de cesse de tourner les pages. Comment ne pas tomber dans l'émotion et en oublier au passage ce qui, en un mot, qualifiait l'homme Ambak, le Premier ministre Ahmed Bakayoko, l'amour. Compensé par la présence maternelle affectueuse protectrice de Mme Dominique Ouattara, sa marraine, qui lui a ouvert les bras, lui a pris la main et a posé cette main dans celle du président Alassane Ouattara, et je cite, « Je suis devenu le fils d'Alassane Ouattara parce qu'elle m'a adopté. » Dès cet instant, Ahmed Bakayoko a mis ses pas dans ceux du président de la République, son esprit dans le sien. Il est devenu son modèle, son étoile. Il a tout fait pour lui ressembler, pour ne jamais le décevoir. D'ailleurs, il y a réussi. Ceci nous révèle qu'un être humain n'a de la valeur que par la reconnaissance et la loyauté qu'il témoigne à ses bienfaiteurs. Et Ahmed n'a jamais cessé de le démontrer. Voilà, tout en vous rappelant le programme de ce jour, donc 10h, 13h, levée de corps à Ivosep et transfert du corps à Séguéla. Et demain, vendredi 19 mars, 12h30, 13h, prière suivie de la, bien sûr, levée de corps à la grande mosquée de Séguéla et 14h30, inhumation à la suite de cet hommage rendu par la ministre de la Culture et de la Francophonie, la ministre Raymonde Goudou Kofi. Sans transition, nous passons à d'autres échanges avant de terminer cette émission et nous sommes avec l'imam agréé de la mosquée Rafna d'Abobo. Avec lui, nous parlons de la dimension sociale, spirituelle d'une levée de corps. Bonjour, bienvenue imam. Merci bien. Bonjour. Bonjour à nouveau imam. Nous sommes dans une période assez difficile et particulière et pendant que nous vivons cette douleur, on a autour quand même une organisation qui est faite pour pouvoir accompagner le défunt. La dimension sociale et spirituelle d'une levée de corps en islam particulièrement, parce que c'était la religion que pratiquait l'illustre disparu, comment finalement elle se décline véritablement? Par quelle étape on passe et qu'est-ce que ça apporte? Alhamdulillah.
wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Yaqulu Allahu subhanahu wa ta'ala tabarakalladhi biyadihi al-mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir alladhi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa al-azizul ghafur. Gloire et pureté à celui dans les mains de qui se trouve la royauté et qui le confie à certaines personnes dans ce monde, celui-là même qui a créé la mort et qui a créé la vie, afin de nous éprouver pour voir qui agira dans le bien. La mort est une épreuve et la vie aussi est une épreuve. La mort est une épreuve lorsqu'elle frappe une nation, un pays, une localité, une famille. En même temps, épreuve, en même temps une leçon pour les vivants. Et c'est aussi une repentance pour que ceux qui sont dans la désobéissance, ceux qui sont dans la débauche, ceux qui sont dans le péché, ceux qui sont dans la mécréance, puissent se repentir et venir à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous dit, Kullu nafsin za'ikatul maut. Toute âme goûtera la mort. Et dans un autre verset dans la sourate Baqara, au verset 155, Allah nous dit de ceci, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ فَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمُ الصَّلَوَاتُ مِن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Allah nous dit dans ce verset qu'il nous éprouvera très certainement par la peur, raison pour laquelle on voit dans certains pays, il y a la peur, il y a des troubles, dans des localités, il y a la peur, des troubles, dans des familles, il y a la peur, il y a des troubles. La famine aussi. La reddition des biens et des personnes et des récoltes. Et elle a dit, après toutes ces épreuves, après nous avoir éprouvés par la mort dans une nation, par la mort dans un pays, par la mort dans une localité, par la mort dans une famille, il dit Fabashir et Sabirin. Annonce la bonne nouvelle à ceux qui sont patients. Et quels sont les patients? Ceux, après l'épreuve, après avoir reçu l'information, qui n'ont pas crié, qui n'ont pas brisé, qui n'ont pas cassé, qui n'ont pas déchiré leur habit, qui n'ont pas dit on ne veut pas, mais qui ont dit Qalu, ils ont dit Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nous appartenons à Allah et certes, à lui sera le retour. Donc la mort, comme je l'ai dit, c'est une épreuve qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créée pour éprouver les êtres humains. Alors, Imam, déjà merci pour toutes ces paroles divines qui nous permettent de rester dans une certaine disposition, même dans ce studio. Donc, nous évoquons la dimension sociale et spirituelle d'une levée de corps. Déjà, pour aller à une levée de corps, quelles sont les dispositions qu'il faudrait prendre? On va toujours rester dans le même contexte de l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un hadith rapporté par l'imam Ahmad, rahimahullah alayhi, qui rapporte, Jabir radiallahu anhu, il dit, un jour, nous avons accompagné un corps, au temps du prophète alayhi salatu wassalam, nous avons accompagné un corps au cimetière, et arrivé au cimetière, la tombe n'était pas encore creusée. Et donc le prophète alayhi salatu wassalam s'est assis et attendre. Donc les compagnons sont venus s'asseoir aux côtés du prophète alayhi salatu wassalam, et le prophète va leur expliquer comment se fait ce voyage, va leur expliquer comment se fait une cérémonie. Le prophète alayhi salatu wassalam leur dit d'abord, il dit Ta'awazu billahi minan nar. Demandez la protection d'Allah contre le feu de l'enfer. Ils disent Na'uzu billahi minan nar. Il dit Ta'awazu billahi min azab al-qabr. Demandez la protection d'Allah contre les châtiments de la tombe. Ils disent Na'uzu billahi min azab
Khabir. Nous demandons protection auprès d'Allah contre les difficultés, les troubles de la tombe. Et le prophète alayhi salatu wassalam dit ceci. Il dit, lorsque l'homme est à l'agonie et qu'il doit quitter ce monde, lorsque les médecins, les docteurs ont fait tout leur possible, leur nécessaire pour apporter des soins à ce corps pour qu'il puisse survivre, lorsqu'ils ont été certains que les soins ne peuvent pas apporter de résultats et qu'il a sa dernière seconde qu'il doit quitter ce monde, et là aussi je profite pour lancer en même temps un message au corps médical, les infirmiers, docteurs, pour dire, après avoir fait des efforts pour traiter un corps, porter des soins, et qu'on voit qu'on n'y peut plus, et cette personne doit quitter ce monde, alors on doit changer de méthode. Laquelle des méthodes? C'est-à-dire, au lieu de traiter maintenant le corps, on traite, on apporte maintenant des soins à son âme. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, il dit de faire dire à la personne de réciter la kalimatu la ilaha illallah, qu'il atteste qu'il n'y a aucune divinité digne d'adoration sauf Allah. Car il a dit, celui qui meurt, celui dont sa dernière parole est la ilaha illallah, rentre dans le paradis. Et lui donner bon espoir qu'il vive entre la crainte et la miséricorde, malgré ses péchés, qu'il sache que Allah subhanahu wa ta'ala est miséricordieux. Donc je disais, le prophète alayhi salatu wassalam a dit aux compagnons, lorsque le nombre d'années qu'il a été assigné est écoulé, le nombre de mois est écoulé, le nombre de jours est écoulé, d'heures, de minutes est écoulé et qu'il est à sa dernière seconde, lorsque la quantité d'eau, la quantité d'air, la quantité de nourriture, le nombre de pas, le nombre de voyages qu'il devait effectuer dans ce monde, lorsque tout cela est déjà consommé et qu'il doit quitter ce monde, il dit en ce moment, alors il y a des anges qui viennent et ces anges-là, en venant, ils vont passer dans le paradis. Si c'était un croyant, bien sûr, si c'est un croyant, alors ces anges-là viennent, en venant, ils passent dans le paradis, ils prennent un linceul et ils prennent du husna, du bon parfum, et ils viennent attendre pour pouvoir recueillir l'âme du croyant ou bien du mort qui va sortir. Et ils attendent alors l'arrivée de l'ange de la mort qui va venir faire son travail. Donc l'ange de la mort en venant, si c'est un croyant, il dit ya ayatu nafsi tayyiba irji ila rabbika radiyatan mardiya. Il dit, ô toi âme pieuse dans ce corps pieux, il dit, sors et retourne à ton Seigneur satisfait de toi. Donc l'ange de la mort, il va refaire sortir, il va faire sortir l'ange de il va faire sortir l'âme de ce corps, et les anges qui sont venus pour recueillir l'âme vont recueillir cette âme. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont mettre dans leur linceul, ils vont parfumer, et ils vont remonter avec cette âme auprès de son Seigneur, en dépassant le premier ciel, le deuxième ciel, le troisième ciel, jusqu'au septième ciel. Donc, en allant, tous les anges qui vont croiser vont s'interpeller. Mais qui est-ce avec cette bonne odeur? Ils vont dire, vous ne le connaissez pas? C'était un tel qui était connu par sa piété dans ce monde. Un tel qui était connu par sa générosité dans ce monde, qui a obéi à Allah subhanahu wa ta'ala, qui n'a pas désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc cette âme va aller jusqu'au-delà des 7 cieux, rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala, et l'âme va purifier Allah, va le glorifier, et Allah dira, il dit, ô âme, il dit, retourner avec lui dans sa coquille, dans son corps, il dit, je t'ai pardonné, je te fais miséricorde. Donc à ce même moment où les anges sont en train de faire leur cérémonie là-haut, alors les hommes aussi sont en train de faire leur cérémonie ici. Alors, Imam, c'est très important, hein, désolé de vous interrompre, c'est très important la narration de ces textes, on va dire, basés sur les saintes écritures. C'est instructif, on a envie encore d'en apprendre davantage sur ce qui se passe ici sur Terre pour ceux qui sont vivants, qui ont survécu aux défunts. C'est quoi les étapes particulièrement et quelles dispositions on prend pour pouvoir assister et puis être acteur d'une levée de corps quand on s'assied encore sur les tests islamiques? Et sur les tests islamiques, le prophète alayhi salatu wassalam, lorsque le roi Najashi, le roi d'Éthiopie, est décédé parce qu'il était musulman,
Alors le prophète alayhi salatu wassalam a informé ses compagnons. Donc le but de l'information, pour que chaque personne puisse prier sur le corps de son frère. Il dit istaghfiru li akhikum. Il dit priez pour votre frère. Donc les dispositions réussir à prendre pour une cérémonie, comme je venais. Donc je dis au moment où les gens sont en train de faire leur cérémonie là-haut, les hommes aussi en ce moment sont en train de faire leur cérémonie ici. Donc le corps qui est décédé, la personne décédée, donc le corps, on va trouver des personnes qui vont purifier le corps, qui vont laver le corps islamiquement en lui faisant le grand lavage. Et après le grand lavage, en lui portant des habits, des vêtements qu'on appelle des linceuls. Voilà. Si c'est pour un homme, il est bien, comme le prophète alayhi salatu wassalam l'a dit, il dit de vertir nos morts de blanc. Donc à partir des linceuls qui sont blancs. Et lorsque le lavage a été fini, le lavage du corps a été fini de faire, alors maintenant, trouver une personne pour prier sur le corps. Donc la prière mortuaire maintenant va se faire. Une fois la prière mortuaire finie, a été finie de faire, donc alors on conduit maintenant le corps au cimetière. Soit on va à pied, en marchant pour accompagner le corps, comme il a été dit dans les hadiths, soit accompagner le corps à véhicule, aller et sereinement et tranquille, pas faire de tapage. Comme dans la religion, il y a des actions qui nous incitent à être tristes. Il y a des actions aussi qui nous demandent la réjouissance. Comme s'il y a un mariage, il y a un baptême, alors ça c'est la religion, il faut se réjouir, c'est la réjouissance. Et s'il y a un décès, alors c'est la tristesse, il faut qu'on montre la tristesse. Alors Imam, il faut qu'on montre la tristesse. Concrètement, pour un croyant qui assiste à une levée de corps, qu'est-ce que le croyant doit se dire à cet instant? Un croyant qui assiste à un lever de corps, comme je l'ai dit, la mort, c'est une leçon. Oui. Voilà. Il faut prier pour le corps, c'est très important. Je dis c'est le but de l'information. Lorsque quelqu'un décède, qu'on informe, oui. Le but de l'information, c'est pour que chaque personne puisse faire des bénédictions, chaque personne puisse prier pour le corps. Et donc, pour un croyant qui assiste à un lever de corps, c'est de prier pour son frère, pour ce corps. Et maintenant, et ce soir aussi une leçon pour lui. Puisqu'Allah il a dit que nous sommes appelés tous un jour à rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, mon frère qui est couché, avant, alors la mort, c'est lui-même qui se lavait, il s'habillait, c'est lui-même qui se parfumait. Mais aujourd'hui, voilà que c'est les hommes qui l'habillent, qui le lavent et qui l'habillent, qui le parfument et qui vont le transporter encore. Donc cela, ça c'est une leçon pour toute personne qui assiste à une cérémonie. Et en tout cas, cette leçon-là restera en tout cas ancrée dans la mémoire et dans les habitudes et l'attitude de toutes les personnes qui doivent assister à une levée de corps. Merci infiniment, Imam Agré. Dans cette émission, juste pour vous dire merci d'avoir été en notre compagnie. Sachez, mesdames et messieurs, que mourir en combattant, c'est la mort, détruisant la mort. À demain, Alix. À demain.